Les femmes sont là, assises, étendues sur des sofas, sans autre vêtements que des bas de soie, de légers escarpins et leurs cheveux sur les épaules. Elles se tiennent immobiles, sans parler, regardant dans le blanc des yeux, cherchant à se surpasser les unes les autres par des saillies de buste, des torsions de corps, des écarts indiscrets pour obtenir le choix. Les simulations obscènes, l'esquisse de la rencontre, la mimique des reins où chacune excelle achèvent de prodiguer l'hypnotisation des obsessions vénériennes. Oh, excusez-nous, nous sommes en retard. Bonsoir. Impossible d'avancer. Bonjour chers visiteurs, ici le Strige. Je suis ravi de vous retrouver pour cette troisième et dernière partie de notre visite des maisons closes parisiennes. Si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite très fortement à regarder les deux premières parties qui vous aideront grandement à comprendre celle-ci. Pour les autres, vous savez que nous arrivons enfin à la partie qui concerne la soirée au lupanar. On va ken ce soir, monsieur. Il faut qu'on va niquer. Je suis sûr que vous attendiez ça avec beaucoup d'impatience et je le conçois tout à fait. Préparez-vous à entendre une foule de choses aussi étranges qu'étonnantes. Bien, sans plus tarder, rendons-nous au bordel. Comme tous les clients des maisons closes, notre soirée commence dans la rue, sur les boulevards. Voyez-vous cette femme qui interpelle les chalands ? Il s'agit d'une racoleuse. Elle fait de la publicité pour la maison close dans laquelle elle travaille. Comment fait-elle ? Eh bien, elle distribue des cartes de visite, dit quelques phrases salaces, mais pas que. Ces femmes peuvent aussi donner aux clients potentiels des cartes postales assez osées sur lesquelles ils peuvent admirer des photographies des prostituées dans le plus simple appareil, et dans des poses parfois provocantes. L'idée est de donner aux bourgeois hésitants un aperçu du personnel et de le convaincre de se ruer dans la maison pour profiter immédiatement des plaisirs qu'on y trouve. Officiellement, ce racolage est interdit, mais officieusement, comme beaucoup de choses en ce qui concerne la prostitution, la police ferme souvent les yeux. Cette étrange mansuétude s'explique par deux raisons. Premièrement, la police a parfois des mouchards dans les maisons. Le plus souvent, il s'agit du mari de la tenancière, qui n'intervient pas officiellement dans la gestion de la maison, mais qui est le seul homme autorisé à y habiter. Il peut fournir des rapports réguliers concernant certains clients à la police, qui laissera l'établissement tranquille en retour. Deuxièmement, la corruption n'est pas rare, d'autant plus que dans les maisons closes, on peut facilement corrompre en argent ou en nature. Comme vous le savez probablement, les maisons closes se doivent d'être tout à fait discrètes, pour ne pas choquer les honnêtes gens qui passeraient devant. On les signale souvent avec un gros numéro peint et une lanterne rouge qui est allumée pendant les heures d'ouverture. Une vieille coutume datant de l'époque médiévale, semblerait-il. Mais les grandes tolérances, les maisons de luxe, se passent parfois de ces discrets atours. La plupart du temps, elles se trouvent dans des immeubles tout à fait ordinaires qui se distinguent simplement par une grosse porte et, éventuellement, quelques petites sculptures de Cupidon sur la façade. Mais rien de plus. Tu veux te battre, hein? Viens maintenant. Cette discrétion qui frôle la simplicité s'explique par le fait que ces établissements sont déjà célèbres dans toute la ville et ne s'y rendent que les clients fortunés qui connaissent déjà l'adresse. Donc nul besoin de signaler l'endroit. Les volets de la maison sont souvent fermés, c'est le règlement. Mais comme vous pouvez le voir, ils sont parfois ouverts. On ne voit pas pour autant ce qu'il se passe à l'intérieur, car le verre des vitres est dépoli et de fins rideaux sont tirés. Quel est le but de la manœuvre ? Oh, tout simplement de piquer la curiosité des passants, car même si on ne voit pas nettement ce qu'il se passe dans la maison, les filles s'amusent à prendre des poses suggestives devant les fenêtres, créant ainsi des ombres chinoises assez évocatrices. C'est chaud, hein? Ça va chauffer dans les Bermudas. D'ailleurs, nous voilà arrivés. Qu'il soit remarquable ou pas, chaque bordel est pourvu d'une imposante porte trouée par un judas. Les clients qui y toquent seront soigneusement observés par la sous-maîtresse avant de pouvoir rentrer. Car oui, c'est la sous-maîtresse qui s'occupe de faire rentrer, ou non, les clients. Cette vérification sert à s'assurer que le client est bien un bourgeois à la mise suffisamment chic pour pouvoir entrer dans l'établissement et faire tourner le commerce. Et non pas une bande d'ouvriers ou de rustres venus mettre le bazar. D'ailleurs, la hantise des sous-maîtresses est ce qu'on appelle les veilleurs de mort. Ce sont de jeunes gens qui viennent en groupe avec des intentions assez peu louables. Je vais laisser un auteur de l'époque nous rapporter plus précisément leur facétie.
Le gros de la bande se dissimule de son mieux en s'éparpillant le long des murs et dans les recoins sombres de la rue. 2 ou 3, choisis parmi ceux qui ont les allures les plus paisibles, viennent frapper à la porte du lupanar dont ils projettent le siège. La sous-maîtresse regarde par le judas et, croyant à une bonne aubaine, ouvre pleine de confiance. À peine la porte est-elle entrebâillée, toute la bande, prévenue par un signal, se précipite et l'envahissement du bordel est consommé. En vain, la matrone proteste contre cette irruption. En vain, la sous-maîtresse lève au ciel ses bras et jure par tous les saints du paradis que c'est une trahison, qu'elle a cru n'ouvrir qu'à 3 messieurs. Nos garnements entrent, s'installent, débordent dans les salons où ils dérangent les vieux habitués en train de faire du pelotage et, sans respect pour l'incognito des clients, accaparent les femmes qui rient sous cape de la distraction offerte par ces intrus en belle humeur. Comment ? Vous voulez en savoir plus sur les bêtises de ces jeunes gens? Très bien, laissons notre témoin poursuivre. La maquerelle s'interpose et enjoint aux filles de rentrer dans le devoir et de quitter immédiatement les chenapans. Elles obéissent, mais ceux-là, pendant la discussion, ont réussi à s'emparer d'un salon. Ils ont allumé les becs de gaz et ils poussent des clameurs incohérentes ou imitent des cris d'animaux. C'est un vacarme effroyable. On trace des inscriptions sur les murs, on raye les glaces avec des diamants, on jette de l'acide sulfurique sur les rideaux, on introduit dans le piano des ordures apportées du dehors. Quelquefois, on ne prend même pas la peine de les apporter. Finalement, la bande se retire après avoir commis 1000 dégâts et se rend dans une autre maison pour recommencer ses exploits. Vous comprenez sans doute mieux la méfiance des sous-maîtresses lorsqu'elles accueillent de nouveaux clients. Enfin, à ma connaissance, nous ne sommes pas des veilleurs de mort, et il n'y a aucune raison de ne pas nous laisser rentrer. Qu'est-ce que je vous disais? La porte s'ouvre. Entrons. Attention, je préfère vous prévenir que... la sous-maîtresse a la main sur nos bijoux de famille et les palpe avec une certaine suspicion. Je vous rassure, c'est normal. La manœuvre a pour but de vérifier que nous n'avons pas de maladie vénérienne. Certes, c'est un examen très sommaire à l'efficacité un tantinet discutable, mais la sous-maîtresse l'applique pour chaque nouveau client. Il arrive que des clients malades passent entre les mailles du filet, ou plutôt entre les phalanges de la sous-maîtresse. Certaines prostituées ont donc l'habitude, lorsqu'elles sont avec un monsieur qu'elles ne connaissent pas, de l'observer discrètement avant de passer à l'acte. L'idée est d'essayer de voir si l'homme a des lésions ou tout autre indicateur signalant qu'il est porteur d'une maladie sexuellement transmissible. Si c'est le cas, la fille peut trouver un prétexte pour s'éclipser et avertir la sous-maîtresse. Et oui, pour les filles, attraper une maladie vénérienne, c'est risquer de mourir. Et pour les maquerelles, qui sont avant tout des entrepreneuses, c'est la réputation de leur maison qui risque d'être vérolée, si vous me permettez cette expression. C'est drôle, hein? Même quand tu veux être gentil, tu trouves le moyen d'être fumier, toi. Vous remarquerez que nous sommes dans une sorte de vestibule et toutes les portes qui donnent sur les salons sont fermées. Cela s'explique par le fait que dans les maisons de premier ordre, la discrétion est de mise et tout est fait pour que les clients souhaitant rester anonymes puissent l'être. Certaines maisons sont même conçues pour que les clients ne se croisent jamais. En parlant de clients, on en distingue plusieurs types dans les bordels de luxe. Premièrement, des célibataires qui viennent y satisfaire leur sexualité en attendant, éventuellement, de se marier. Deuxièmement, des hommes mariés qui viennent pour une simple partie de jambes en l'air, ce qui est plutôt commun puisque, dans la mentalité bourgeoise officielle de l'époque, on se marie pour faire des enfants, et en aucun cas une épouse bourgeoise honnête ne saurait pratiquer la chose à d'autres fins que la procréation. Troisièmement, les vieux barbons, les hommes laids ou trop timides pour arriver à séduire ailleurs que dans une maison close, et enfin, les hommes qui viennent pour satisfaire toutes sortes de fantasmes qui vont du farfelu à la malsanité. Faut pas exagérer avec le martini. Dans les différents salons, derrière les portes closes, se trouvent les clients et les filles. Ils sont en train de boire, de fumer et de discuter. Certains se livrent à ce qu'on appelle du pelotage, un terme dont la définition me paraît plutôt superflue. Mais avant que nous n'allions plus loin dans la maison, permettez-moi de vous poser une question. Vous êtes plutôt miché ou flanelle? Ah, ces termes ne vous sont pas familiers. Eh bien, un miché, c'est un client qui monte dans une chambre avec une ou plusieurs filles à un moment de la soirée. Je vais faire de toi une vraie femme. Et une flanelle, c'est un client qui se contente de se rincer l'œil et le gosier dans un des salons du lupanar. D'une manière générale, on n'aime pas trop les flanelles dans les maisons, tout simplement parce qu'ils ne rapportent pas beaucoup. Sale petit rapia de merde. Juste le prix des consommations qu'ils prennent. Pour s'en débarrasser, les maîtresses ont une technique. Comme je vous l'ai dit, les clients et les prostituées sont répartis dans différents salons. Si une flanelle commence à trop accaparer une fille au détriment de braves michets intéressés, la sous-maîtresse informe la dite demoiselle qu'elle est soi-disant attendue dans un autre salon et cette dernière s'en va. Le client flanelle a 3 options. Soit il monte finalement avec la fille qui est sur le point de partir, soit il trouve une nouvelle fille qui sera écartée comme la précédente, soit il se retrouve tout seul et comprend qu'il est temps pour lui de partir.
Mais si vous êtes un miché et que vous ne venez pas uniquement pour regarder les filles, c'est une autre affaire. Pour avoir le droit de monter, vous devrez d'abord acheter des jetons à la sous-maîtresse. Chaque jeton vous donne le droit à une passe, et vous devrez le mettre dans la tirelire de la prostituée ou lui remettre directement avant de monter. Après la soirée ou le lendemain, les filles remettront leurs jetons à la sous-maîtresse et recevront leur paye en conséquence. Oui, on le sait que t'as bien turbiné. Dans les grandes maisons comme celle où nous sommes, la passe est très chère, 10 à 20 francs, voire plus, selon les envies. À cette somme, il faut ajouter le prix des éventuelles consommations et un pourboire qui sera reversé à la prostituée après la passe. Dans le jargon, on appelle ça des gants. Avec tout ça, la note peut encore grimper de plusieurs dizaines de francs. Bref, une visite au lupanar vaut son pesant d'or. Pour vous donner une comparaison, le prix d'une telle soirée peut représenter 1 voire 2 mois de salaire, si ce n'est plus, pour un ouvrier modeste. Et dans les bordels d'entrée de gamme, on peut avoir une passe pour 2 ou 3 francs seulement. En parlant de prix et de francs, je me permets de vous rappeler que cette chaîne n'a qu'un seul mécène, vous. Elle est volontairement démonétisée et ne comporte, volontairement aussi, aucun placement de produit. C'est donc à vous que j'en appelle pour la faire vivre. Pour ça, vous pouvez participer à son financement en allant faire un tour sur Tipeee. C'est un cercle vertueux car plus vous serez nombreux à participer, plus je gagnerai en indépendance et plus je pourrai consacrer de temps et de moyens à la réalisation d'autres vidéos. Mais revenons à nos salons de maison close. Les lupanards de second ordre n'en ont qu'un ou deux, mais dans les maisons huppées, on en trouve plusieurs, décorés avec beaucoup de goût et avec un luxe absolument retentissant. C'est dans ces salons que les filles déambulent en tenue de travail, et ces tenues peuvent être très variées. En général, plus la maquerelle a de bonnes relations avec la police, moins les filles portent de tissu sur elles. Oh, il faudrait qu'elle soit seins nus, mais elle va avoir froid. Je vais laisser un témoin nous en dire un peu plus sur les tenues des prostituées. Tantôt les femmes n'ont pour tout vêtement qu'une paire de bas rayés et une paire de bottines brodées ornées de couleurs vives, attirant l'œil. Tantôt elles sont à moitié vêtues de peignoirs, plus ou moins transparents, de costumes bizarres, découvrant la poitrine et les jambes. Quelquefois, elles portent des toilettes de ville complètes, avec des robes à longue traîne qui donnent l'illusion de grandes dames dans un salon. Bien sûr, les maquerelles mettent un point d'honneur à trouver des tenues adaptées au physique de chaque fille, pour mettre en valeur autant d'avantages anatomiques que possible. Il arrive que, dans certains bordels, les filles soient déguisées, selon les fantaisies de la matrone. En général, plus le bordel est luxueux, plus les costumes sont variés. Il en va de même pour la décoration. Dans les maisons les plus huppées, comme le Chabanais, qui doit son nom à la rue où il est situé, la rue Chabanais, non loin du Palais Royal, les salons sont de véritables décors. L'entrée a des allures de grotte, certains salons sont recouverts de miroirs ou reconstituent des décors tantôt exotiques, tantôt exubérants. Et il en est de même pour les chambres. La plus célèbre d'entre elles est la chambre japonaise, qui fut même primée lors d'une exposition universelle, et dans laquelle on peut se rendre avec des moussemées, des vraies comme des fausses. Le fameux Chabanais a d'ailleurs vu passer des rois, des maharajas, des peintres comme Toulouse-Lautrec ou Dali, mais aussi des écrivains comme Maupassant ou Éric Maria Remarque, qui venait avec sa maîtresse, Marlène Dietrich. Le lit n'est pas trop grand pour moi. Car oui, les maisons de luxe ne sont pas uniquement réservées aux hommes. Les amours saphiques y ont leur place, mais sont surtout l'apanage des grandes bourgeoises qui viennent incognito, au même titre que certains messieurs. On appelle ces femmes les tribades, les lesbiennes pour utiliser un langage actuel. Même si l'homosexualité est perçue comme une déviance à l'époque, elle a tout à fait sa place dans les maisons closes. Déjà, la pratique est assez courante entre les prostituées elles-mêmes qui sont, comme vous le savez déjà, parfois en couple. Mais il n'est pas non plus rare que les filles soient initiées aux pratiques homosexuelles, que ce soit pour le bon plaisir des clientes ou celui des clients. Les hommes homosexuels qu'on appelle à l'époque avec les mots aujourd'hui connotés de tapette, PD, tarlouse, etc., etc. ou parfois, et ce mot désigne uniquement les jeunes et faibles qui se prostituent, des Jésus, sont les bienvenus dans ces grandes maisons de tolérance. S'ils veulent se cacher des autres clients, ils peuvent faire mine de monter avec une fille qui sera, au dernier moment, remplacée par un Jésus. Il arrive aussi parfois que le client monte avec une fille et qu'un Jésus se joigne à la partie. Comme vous le savez, dans les salons, on fume, on boit et on bavarde avec les filles, à qui il est bon de payer au moins un verre. D'ailleurs, si elles ne veulent pas finir la soirée complètement ivres, les filles sont souvent obligées de se débarrasser discrètement du contenu de leur verre en le vidant dans certaines tables à double fond prévues à cet effet. Un habitué qui connaît le personnel peut demander à la sous-maîtresse de faire venir dans son salon une fille qui n'y est pas, sous réserve qu'elle ne soit pas déjà dans une chambre avec un client, bien entendu.
Pour les filles, le but du jeu est de convaincre un client de monter avec elle pour toucher le prix de la passe. Mais attention, le passage au salon et le badinage ne sont pas obligatoires, loin de là. Si vous êtes ce qu'on appelle un miché sérieux, autrement dit un client qui ne vient que pour la passe et rien d'autre, la sous-maîtresse peut directement vous emmener dans ce qu'on nomme communément le grand salon. Cette appellation désigne le salon le plus luxueux de l'établissement. Quand vous y serez, la sous-maîtresse fera venir devant vous toutes les filles de la maison. Vous devrez, cela va de soi, en choisir une. Elles seront réparties en 2 files, à votre droite et votre gauche. Bien sûr, elles tenteront d'attirer votre attention, mais pour ça, elles n'ont pas le droit de vous parler. Ceci dit, elles peuvent recourir à bien d'autres stratagèmes pour gagner vos faveurs. Regard de braise, poses suggestives, petites mimiques aguichantes impliquant la langue, les lèvres, et j'en passe. L'ordre des 2 files sur lesquelles sont réparties les prostituées n'est pas choisi au hasard. Chaque fille sait exactement où elle doit se placer. Et pour cause, le miché sérieux peut préalablement faire part d'envies et de demandes spéciales à la sous-maîtresse qui lui recommandera de choisir telle ou telle fille en fonction de ses envies. Par exemple la 3e à droite ou la 1re à gauche. Si vous n'avez rien demandé de précis, la sous-maîtresse se contentera de vous faire la liste détaillée des spécialités de chaque fille pour vous orienter. Quoi qu'il en soit, à l'issue de cette petite démonstration, vous pourrez aller dans une chambre avec la ou les demoiselles qui vous plaisent le plus. Les autres retourneront batifoler dans les salons avec les clients. Si vous avez fait une demande spéciale, il se peut que vous deviez attendre un peu avant de monter, le temps que la ou les filles se préparent. Pour patienter, vous pouvez acheter une cigarette, un cigare ou des bonbons à la sous-maîtresse qui se fera un plaisir de vous en vendre. Tenez, en attendant, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et penser à partager autant que possible cette vidéo, si elle vous plaît naturellement. Et oui, c'est avant tout vous qui pouvez faire grandir cette chaîne, alors ne vous privez pas. Mais revenons à nos moutons. Comme je vous le disais, les clients ont parfois des requêtes particulières. Le grand classique consiste à demander un déguisement et ou un maquillage spécial. Les costumes les plus populaires sont ceux des mousses, des mariées, des merveilleuses du directoire, des tenues masculines de la Renaissance ou bien, et c'est un classique, les tenues de religieuses. Mais certaines demandes sont parfois nettement plus originales. Je vais laisser un auteur nous raconter cela. Un haut dignitaire ecclésiastique qui demeurait il y a quelques années près de Paris avait la passion du cadavre. Il pénétrait en costume laïque dans son lupanar attitré. Là, il reprenait son aspect ordinaire grâce à une soutane qu'on lui tenait en réserve. Une chambre avait été préalablement disposée pour lui, toute tendue de velours noir parsemé de larmes d'argent. Une femme était couchée inerte sur un lit, poudrée à blanc, pour imiter la pâleur de la mort. De grands chandeliers d'argent étaient, çà et là, garnis de longs cierges, dont la lueur blafarde éclairait cette scène lugubre. Le prélat maniaque s'agenouillait au chevet, marmottait sur un ton de psalmodie funèbre, des mots incompréhensibles, puis à un moment donné, il se ruait sur la pseudo-défunte, qui avait ordre de ne pas faire un mouvement, quoi qu'il pût arriver. Pour ceux qui veulent connaître la fin de l'histoire, ce prêtre fut finalement arrêté et condamné parce qu'il avait violé une fillette pendant l'enterrement de son père. Mais ça ne s'arrête pas là. Lors de la perquisition à son domicile, la police a retrouvé une collection de touffes de poils. Elles étaient soigneusement classées et rangées dans de petits paquets sur lesquels étaient inscrits les noms des différentes propriétaires. D'autres clients ont pour habitude de donner des indications très détaillées sur la tenue, la coiffure et le maquillage que doivent porter les filles. Elle est belle fille, ouais. Certains fournissent même des expressions ou des tournures de phrases que la fille devra employer quand elle parlera. Les prostituées reçoivent aussi parfois des instructions sur la manière dont elles doivent se comporter avec les clients. L'une des consignes les plus communes est qu'elles fassent mine de résister au monsieur avant de lui céder complètement. Mais vous avez l'air un peu perplexe. Vous vous demandez probablement quel est le but de tout ceci. Eh bien, certains messieurs fantasment sur des femmes qu'ils connaissent mais avec qui ils ne peuvent rien faire. Des amis, des femmes mariées ou inaccessibles, etc. Ils se rabattent donc sur des prostituées qui doivent tout faire pour ressembler le plus possible à la dame sur laquelle ils fantasment. Mais les fantasmes sont loin de se cantonner aux jeux de rôle douteux et aux mises en scène salaces. D'ailleurs, à l'époque, il est coutume de dire que plus une fille est chère, plus elle se livre à des pratiques dépravées. Et pour cause, à partir des années 1880, beaucoup de maisons closes ferment. Il s'agit plutôt d'établissements populaires ou réservés à la moyenne bourgeoisie, qui fréquentent désormais d'autres établissements qu'on appelle les maisons de rendez-vous, et où je vous emmènerai peut-être un jour. Parmi les quelques dizaines de maisons qui restent ouvertes, on compte surtout
surtout des établissements de premier ordre, réservés à une clientèle fortunée au goût assez particulier. Pour tout vous dire, cette clientèle ne cherche pas un simple coït, non. On recherche avant tout le plaisir procuré par tous les moyens autres que la pénétration classique. Et, vous vous en doutez, cette quête du plaisir passe par tout un tas de pratiques au mieux ubuesques, au pire dangereuses et complètement malsaines. Et justement, en parlant de pratiques étranges, il y en a une assez répandue au XIXe siècle et qu'on retrouve dans certains textes sous le nom de « coup de l'omelette ». La chose est surprenante mais assez simple. À un moment donné pendant l'acte, le client se fait verser une omelette brûlante sur le corps. La plupart du temps sur le ventre ou entre les reins. Voilà, vous pourrez y penser la prochaine fois que vous vous en ferez une. L'omelette des titans! Les pratiques impliquant de la domination, de la soumission, de l'humiliation et des pratiques sadomasochistes sont aussi de la partie. La plupart du temps, une ou deux filles de la maison sont spécialisées dans ces pratiques Le martinet. et s'y livrent dans une chambre spécialement conçue et équipée de tout l'attirail nécessaire. Cordes, fouets, matraques, mais aussi des systèmes de suspension qui permettent d'accrocher un être humain au-dessus du sol dans diverses positions. L'apparition de l'électricité est aussi une aubaine pour certaines maisons qui s'équipent d'appareils permettant d'envoyer de petites décharges. Oh, c'est bon, je l'ai mérité celle-là. Naturellement, les maisons de luxe ont également toute une panoplie d'Olisbos, que certaines filles sont amenées à utiliser avec ou sur les clients qui le souhaitent. Si certains clients vont trop loin et que la prostituée se sent en danger, elle peut utiliser ce qu'on appelle une dague de vertu, familièrement surnommée un pique-couille. Ce sont de petits poignards que certaines prostituées gardent très discrètement à portée de main au cas où. Il existe aussi une pratique très en vogue au XIXe siècle, le voyeurisme. Certaines maisons sont donc équipées de petites cabines dont les murs sont percés de discrets trous. Ces trous donnent sur les chambres et les clients installés dans les cabines peuvent soit observer un couple de filles, soit regarder, à leur insu, d'autres messieurs en plein zébat. Mais le voyeurisme peut aller encore plus loin avec ce qu'on appelle des tableaux vivants. Comprenez par là des scènes figées où les personnages sont incarnés par d'authentiques humains. Dans le cadre des maisons closes, il s'agira de scènes explicites dans lesquelles les filles prennent des poses qui permettent aux clients de saisir tous les détails de leur anatomie. Ces tableaux vivants sont réalisés dans des pièces spéciales, entourées de vitres sans teint derrière lesquelles se tiennent les clients voyeurs. Les filles sont placées sur un plateau qui pivote lentement, de sorte que les clients puissent les voir sous tous les angles. Bien sûr, l'éclairage est travaillé pour mettre en valeur ces statues de chair. Paraît-il que ce sont surtout les clients les plus âgés qui sont férus de cette pratique. Mais le voyeurisme peut aller encore plus loin. Certains textes rapportent des actes parfaitement avilissants impliquant des prostituées et des chiens danois spécialement dressés. Mais je n'entrerai pas plus dans ces détails sordides. Certains clients ont aussi de curieuses lubies, comme nous le rapporte un auteur de l'époque. Quelques-uns éprouvent de la jouissance à exercer cette pratique infâme qu'est la masturbation labiale sur la fille publique, au moment même où, sortant des bras d'un autre, elle passe dans un cabinet voisin sous prétexte d'ablution. Des sortes de cousins lointains de nos chers soupeurs, d'une certaine façon. Mais si on veut de la souplette? En parlant de masturbation labiale, elle est fortement réprouvée au XIXe siècle, mais est tout à fait courante dans les lupanars aristocratiques, que ce soit de la part des filles sur les hommes ou l'inverse. Même si cette pratique choque déjà les contemporains, il en est d'autres qui vont encore bien plus loin que ce que nous avons évoqué. À nouveau, je vais laisser un auteur du temps nous rapporter les faits. Les lupanars de premier ordre tiennent à la disposition de certains clients des tabourets de verre fort curieux. L'homme, étendu sur le dos, a le tabouret de verre placé au-dessus de la tête, et la femme évacue, comme si de rien n'était. Le maniaque, à ce qu'il paraît, éprouve du plaisir à voir se dilater le sphincter de la prostituée, et il ne reçoit pas son excrément puisqu'il est arrêté au passage par le verre du tabouret. Notez que, pour certains clients, la vitre protectrice est superflue. Eh bien, c'est pour cela que nous sommes tous réunis ce soir, pour chier ensemble. Bref, vous l'avez compris, les maisons closes de luxe sont un véritable exutoire pour des messieurs souvent aussi fortunés que blasés. D'ailleurs, certaines maisons permettent de réaliser des fantasmes totalement illégaux, impliquant des enfants, mais comme pour les chiens danois, je préfère ne pas m'étendre sur cette sordide réalité.
Il serait assez vain de vous donner un chiffre exact du nombre de clients que les filles ont en une nuit. Tout est variable. Il n'y a pas grand monde en fin de mois car les salaires sont dilapidés, mais on compte aussi des pics de fréquentation lors d'événements particuliers comme les expositions universelles, les foires internationales, etc. Les touristes représentent d'ailleurs une part non négligeable de la clientèle. Moi je cherche là où se trouvent les putes en fait. Enfin, si une moyenne devait être faite, elle oscillerait probablement entre 4 et 5 passes par soirée. En parlant de soirée, elle se poursuit jusqu'à relativement tard dans la nuit, 2h du matin maximum. En fin de soirée, certaines filles, éreintées, s'endorment même parfois dans les salons. Un témoin nous rapporte l'ambiance très particulière de ces fins de soirée. Alors que les ténèbres emplissaient la salle dans une obscurité épaisse de la fumée du tabac et des molécules de la suante humanité renfermées là toute la soirée, on voyait les femmes avec des mouvements endormis, s'envelopper de tartans, de vieux châles, de la première loque qui leur tombait sous la main, cherchant les banquettes au pied desquelles il y avait le moins de crachats. Là-dessus, elles s'allongeaient, inertes, brisées, épandus, ainsi que des paquets de linge fripés dans lesquels il y aurait la déformation d'un corps qui ne serait plus vivant. Aussitôt, elles s'endormaient, et, endormies, étaient de temps en temps réveillées par leur propre ronflement. Un moment, retirées de leur trouble rêve, elles se soulevaient sur le coude, avec un regard stupide. Si vous vous demandez pourquoi on parle de crachats, c'est parce qu'on fume beaucoup de tabac et qu'il n'y a pas toujours assez de crachoirs. La maison fermera ses portes lorsque les derniers clients seront partis. Ah, ne vous dérangez pas, la maison est close. Marcel, je le sais bien. Naturellement, s'ils tardent un peu, on les invitera très courtoisement à prendre congé. Même si certains voudraient bien, aucun client n'a le droit de passer la nuit dans la maison. Toutefois, si l'un d'entre eux le souhaite, il peut rentrer chez lui avec une des filles pour la nuit, à condition de payer, cela va de soi. Après leur soirée de travail, les filles qui ne sont pas trop fatiguées peuvent prendre une collation avant d'aller se coucher. Le lendemain, la même soirée recommencera, et ainsi de suite. Le train-train quotidien, en quelque sorte. Enfin, c'est une routine dans laquelle les filles sont prisonnières. Elles n'ont pas d'autre choix que de se plier aux lubies de leurs clients, sous peine d'amende ou de renvoi dans certains cas. Il existe cependant de rares cas où les clients s'éprennent réellement des prostituées et décident d'acheter leur liberté en réglant leurs dettes envers la maquerelle. La prostituée peut alors quitter le bordel et, si l'amour est au rendez-vous, épouser son client qui pourra aller demander à la préfecture qu'on radie son épouse du registre des prostituées. Ne vous leurrez pas, de tels faits sont très rares, mais ils arrivent, parfois. D'autres filles parviennent à séduire des clients et à sortir du bordel en devenant ce qu'on appelle des demi-mondaines. Des prostituées qui ne fréquentent que les élites en pratiquant des tarifs encore plus exorbitants que dans les maisons, puisque pour être leur amant régulier, il faut les entretenir à grands frais. Mais pour la majorité des autres filles, l'avenir est plus incertain. Quelques-unes parviendront à épargner suffisamment d'argent pour quitter la maison et devenir maquerelles, d'autres finiront bonnes ou sous-maîtresses, mais la plupart d'entre elles, une fois l'âge venu où elles ne plairont plus, se retrouveront au même point qu'en arrivant dans la maison, à la rue, sans le sou et avec la beauté de leur jeunesse en moins. Si elles ne parviennent pas à trouver du travail, elles poursuivront leur carrière dans la prostitution. Cette carrière risque fort de ne pas être ascendante et certaines filles, les plus infortunées, ont de fortes chances d'échouer dans un endroit sinistre que vous connaissez déjà, la tristement célèbre rue Montjoly. Avec toutes les pratiques étranges dont je vous ai parlé et le fait qu'à partir des années 1880, les bordels sont plutôt une affaire de très riches bourgeoises et aristocrates, les maisons closes de la fin du 19e siècle se sont forgées une réputation de temple des vices et de perversion, si bien que, face au scandale et à la pression des opposants aux maisons, nombre d'entre elles ont fermé. Celles qui restent déclineront paisiblement. Pendant les années folles, elles continueront de faire parler, notamment les maisons de luxe. Elles connaîtront leurs dernières heures d'activité intense pendant l'occupation et seront toutes officiellement fermées en avril 1946, suite à la loi Marthe-Richard qui abolit définitivement le système de la prostitution réglementée en France. C'est une page d'histoire bien remplie qui se tourne pour la prostitution. Mais, comme vous vous en doutez, c'est loin d'être la dernière, et il nous en reste encore bien d'autres à feuilleter. Et voilà, ainsi s'achève cette série consacrée aux maisons closes, j'espère de tout cœur qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en vous abonnant à la chaîne, en mettant un pouce et en partageant la vidéo. C'est très important si vous estimez que mon travail mérite d'être vu.
Je vous rappelle aussi que vous pouvez me soutenir plus concrètement en vous rendant sur Tipeee. Si vous avez peur de vous ennuyer d'ici la prochaine vidéo, j'ai une foule d'activités à vous proposer. Déjà, vous pouvez écumer le contenu de la chaîne. Vous y trouverez d'autres visites, mais aussi des fictions audio écrites et réalisées par mes soins. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et rejoindre le Manoir, le serveur Discord de la chaîne, en passant par le lien d'invitation qui se trouve en description. Dessus, il y a des concours de dessin, d'écriture, et je passe de temps à autre pour bavarder un peu avec vous. Attention toutefois, les places sont limitées. Mais aussi, et surtout, vous pouvez désormais vous procurer mon livre « Votre grâce est sur les dents », un roman dont l'intrigue se passe, vous vous en doutez, à Paris. Si cela vous est possible, n'hésitez pas à le commander chez votre libraire pour soutenir les petits commerces. Sinon, le livre est disponible sur le site de la Fnac, de De Citre et d'Amazon. Avant qu'on ne se quitte, je remercie bien chaleureusement les tipeurs pour leur soutien et leur confiance. Si je peux augmenter le rythme de publication, c'est grâce à vous. Alors merci à ADBGH Imo, Ba, Chloé, Jolibgot, Luc, Marie P, Morgane, MT, Pomme Rouge 14, Yaël, Yoran et Yvan. Hey, ciao.